arboriculteur de premier métier, on va dire. On fait pousser des arbres, des arbustes sur une surface d'à peu près aujourd'hui 3 hectares, donc principalement des petits fruits. Et nous avons également des plantes aromatiques et des légumes de plein champ. Tout ça dans une gestion agroécologique assez complexe. Voilà, donc ça se trouve dans le 78, pas loin de Paris. Et Yes. on est installé aussi, peut-être ce qui peut être très important à dire, voilà, parce qu'on est arbo, donc on est installé que depuis 2019 pour une partie et 2021 pour une autre partie, donc on est des jeunes installés, particulièrement pour l'arboriculture, parce que ça met du temps à pousser tout ça. Merci Cécile. Julien? Bonjour à toutes et tous. Donc Julien Vert, moi j'ai créé une entreprise qui s'appelle Potager et compagnie. C'est une entreprise d'économie sociale et solidaire. On est basé à la ferme Saint-Georges dans le Var, centre Var, et on a 3 métiers. On est maraîcher bio, donc on a une ferme maraîchère en agroforesterie, maraîchage sur sol vivant, avec donc des planches permanentes de maraîchage, des arbres fruitiers et une quarantaine de poules pondeuses. Et on est aussi organisme de formation. On forme essentiellement un public professionnel, des agriculteurs du coin, des candidats à l'installation, des formations techniques. On est une des fermes formatrices du réseau Ferme d'Avenir. On accueille les compagnons en saison. Et puis, dernière casquette, on est un bureau d'études, un petit bureau d'études. On crée des potagers d'entreprise et des fermes maraîchères municipales. Et donc, on accompagne nos clients dans le dimensionnement, la conception et puis la maîtrise d'œuvre des travaux pour faire sortir de terre ces lieux précis. Super. Merci Julien. On va commencer par la première question. Donc, comme je le disais en introduction, les projets de micro-fermes se multiplient aujourd'hui en France et pourtant, c'est pas évident de créer une micro-ferme et de faire en sorte de pouvoir vivre de son métier sur une petite surface. Donc, je voulais commencer par vous demander, Cécile et Julien, tour à tour, qu'est-ce qui vous semble important dès le départ, en fait, pour atteindre la viabilité économique dans un projet de création d'une micro-ferme? Qui commence? Bah, Julien, vas-y. N'importe. Alors, moi, je trouve qu'un des éléments fondamentaux, j'aime bien rappeler voilà, aux gens qu'on accueille en formation ou juste aux porteurs de projets qui viennent visiter la ferme, que ce n'est pas les légumes que vous allez produire qui vont vous faire vivre, c'est les légumes que vous allez vendre. Voilà, ça a l'air trivial dit comme ça, hein, mais en fait, c'est fondamental, quoi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est quand même de réussir à vendre votre production derrière. Donc, les aspects commerciaux me semblent vraiment fondamentaux. Et moi, et souvent un peu négligés, en tout cas pour les porteurs de projets que j'ai eu l'occasion de croiser. Ils ont plein de questions sur le matériel, les itinéraires techniques. Voilà, ça devient des ultra spécialistes des vers de terre et de la grelinette. Mais en fait, c'est pas là-dessus qu'on se plante. Voilà, c'est essentiellement sur des aspects économiques et commerciaux, quoi. Et voilà, et c'est moins trivial qu'il n'y paraît de vendre des légumes. Donc voilà, la question de à qui vous allez vendre, est-ce que cette demande est solvable, qu'est-ce qu'attendent vos clients, combien ils sont prêts à payer, quelles sont les modalités de vente qui vont leur convenir. Voilà. Et donc je pense qu'il faut vraiment passer du temps là-dessus, réfléchir et trouver, voilà, trouver des débouchés. Voilà, avec toujours un compromis entre quantité et valorisation. Donc, c'est bien de vendre en direct à des prix élevés, mais voilà, c'est bien aussi d'avoir des débouchés sur des quantités plus importantes, certes à des prix plus bas, mais qui permettent voilà, de faire sortir de la production et de s'assurer de pas avoir de pertes, quoi. Donc voilà, moi j'insisterai beaucoup là, sur les aspects économiques en général et commerciaux en particulier. Merci Julien. Cécile, tu veux Ouais. réagir de ton côté? Oui, ben, je rejoins tout à fait Julien là-dessus, hein. En fait, il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'on veut vendre et à qui, ce que tu disais, quoi. Parce que c'est un peu en déroulant le fil que le projet va devenir concret. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, ok, bah, je veux vendre ça à telle personne, bien étudier son marché, qui a autour de nous, qui produit quoi, quels sont les clients potentiels, qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en face comme argent aussi, donc il faut se poser la question. Et aussi quand même un petit peu ce qu'on a envie de faire, c'est pas mal.
Parce que, par exemple, nous, on est arboriculteurs, on produit beaucoup de petits fruits et c'était quelque chose qui nous portait, en fait, de produire du petit fruit. Et donc, on a déroulé la pelote en mêlant notre contexte de vente avec notre volonté à nous de ce qu'on avait envie de produire, donc un peu de notre rêve. Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à mettre ça sur un territoire? Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on mêle le rêve, nos objectifs à cette réalité. Et je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est suivre une méthode, en fait, appliquer une méthode qui nous permet de se poser les bonnes questions et de ne pas en oublier, quoi. Parce qu'il y a tout un tas de questions qu'il faut connaître qu'il faut se poser pour pouvoir mettre justement de la matière à ce projet. Donc, par exemple, il y a la méthode de Paul Radim qui peut être utilisée en permaculture et qui est assez géniale. Enfin, en tout cas, qui fait un beau balayage de tout ce qu'on doit faire. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on veut gagner comme argent, et aussi ensuite quelles sont les observations qu'on peut faire du territoire et dont c'est quoi la terre qu'on a, en fait, sur quoi on cultive, quel est notre substrat, et ensuite tout ce qui est contexte géographique, étudier vraiment son lieu pour mieux le comprendre et pas se planter, en fait, parce que c'est quand même, c'est pas rien les investissements qu'on a. Voilà, moi, il y a vraiment cette méthode, je pense, c'est intéressant de pouvoir l'appliquer, en fait, pour pas se planter. Et puis se former, ça c'est un autre point que je veux souligner, parce que Julien, il fait partie du réseau Ferme d'Avenir, on fait partie aussi de ce réseau pour accompagner des porteurs de projets et toutes plein de personnes, en fait, qui souhaitent se former par ailleurs, et se former et se donner du temps, en fait, pour faire ça, parce que c'est toute une vie qu'on engage c'est très long, c'est super long, quoi. Et donc, il faut pas se planter direct, parce que sinon, en fait, au bout de 5 ans, on est épuisé, on arrête. C'est un métier qui est prenant. Et donc, se laisser le temps pour se poser les bonnes questions et traverser ça en le confrontant avec la réalité chez les gens, chez les agriculteurs, chez des formateurs, être accompagné par exemple, Réseau Ferme d'Avenir qui sait accompagner, par aussi les chambres d'agriculture, les GAB et autres associations locales qui existent. C'est vraiment essentiel de mon point de vue, parce que ça donne matière à votre projet. Mais je ne sais pas si je digresse peut-être, mais voilà, c'est vraiment important la formation et de se donner du temps. Merci Cécile. Non, je pense qu'effectivement, la formation est essentielle et on pourra y revenir puisque chez Ferme d'Avenir, on aide les porteurs de projets à se former à travers plusieurs formations et notamment une formation courte qui s'appelle Créer sa micro-ferme agroécologique, dont Cécile et Julien, vous faites partie aussi de cette formation courte et qui permet vraiment aux porteurs de projets d'avoir une vision globale à 360 de ce que représente le projet de création d'une micro-ferme. Et voilà, donc on pourra y revenir. Il y a une partie théorie, une partie pratique, donc on y reviendra dans un second temps. Et moi, une autre idée que je voulais partager, là, tant qu'on est sur le démarrage, la conception du projet, c'est un point de vigilance. Moi, j'ai vu passer beaucoup de porteurs de projets qui sous-investissent. Et je pense que là, il y a un vrai risque au démarrage. Ça part de l'idée qui n'est pas complètement fausse, hein, on va parler, mais que voilà, l'activité d'une micro-ferme ne génère pas énormément de chiffre d'affaires, donc peu de revenus, donc peu de capacité à rembourser un emprunt ou à dégager de l'autofinancement, donc il faudrait ne pas investir au départ. Le problème, c'est que c'est une idée qui est un peu autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez peu, vous avez un système de production qui n'est pas très performant, donc vous galérez, donc vous ne produisez pas beaucoup, donc vous n'avez pas beaucoup de capacité effectivement à rembourser un emprunt, et vous vous dites, et de temps en temps, même des organismes agricoles qui accompagnent se disent aussi,
bon, bah, il faudrait surtout pas qu'en plus il ait un emprunt sur le dos, parce que là, il s'en sortirait pas du tout. Et quand on fait ce raisonnement-là, on voit pas qu'il y a une autre situation qui existe, qui est, on va chercher de l'argent au démarrage, parce que comme tout projet d'entreprise, bah, voilà, ça sort pas tout de votre poche. On peut aller chercher un prêt, on peut aller chercher une DGA. Enfin, on va chercher de l'investissement, enfin de l'argent, on investit, on a un outil de production performant, on produit davantage, on dégage un peu plus de revenus et on rembourse ton prêt, quoi. Voilà, donc il y a une espèce d'équilibre haut et un équilibre bas, et je pense qu'il ne faut pas. Enfin, en tout cas, je vois pas mal de porteurs de projets qui spontanément se mettent dans la situation de dire je vais investir le moins possible, je récupère la pompe de la piscine, je raccorde quelques tuyaux troués, et puis j'espère que ça va faire l'irrigation. Et donc ça ne marche pas. Enfin, on s'en doute que ça ne peut pas marcher. Donc voilà, moi j'alerte aussi sur la nécessité d'investir, alors pas jeter de l'argent par les fenêtres, hein, mais il y a un certain nombre de points qui, à mon avis, sont cruciaux pour avoir un outil de production performant en maraîchage, voilà, les serres, le système d'irrigation, le matériel. Et là-dessus, je pense qu'il faut mettre de l'argent, et il existe différents soutiens qu'il faut aller chercher, ou différentes formes de financement. Pour le démarrage, c'est vraiment important. Merci, merci Julien pour ce complément. J'aimerais maintenant passer à une seconde question, peut-être un petit peu plus concrète, ancrée dans la réalité du terrain des fermes, en vous demandant, Cécile et ensuite toi Julien, au quotidien sur une micro-ferme, bah, finalement, qu'est-ce qui fait la différence? Ah, Oui, c'est bon, on t'entend. là. Oui, ce qui fait la différence, je pense qu'il y a plusieurs points à souligner. C'est pour moi, c'est en fait vraiment avoir une planification très très précise de ce qu'on va faire, quand on va le faire, comment on va le faire, combien on va produire et pour qui on le produit. Donc voilà, pas se papillonner, on va dire. C'est pas une promenade en fait. Donc vraiment planifier l'ensemble de sa production sur une année. Organiser cela de manière spatiale, on va dire, pour que ça soit pratique sur son lieu, de manière optimale pour qu'il y ait le moins de mouvements possible aussi. Bah, par exemple, quand on va faire des récoltes, qu'on ne fait pas plein de mouvements. Enfin voilà, vraiment penser chaque geste qui va être fait. Donc ça, c'est du temps en fait à prendre en ce moment, en janvier, février, pour réfléchir à tout ce qu'on va faire et comment on va le faire, parce que chaque geste compte en fait dans des 10 micro-fermes, puisqu'on n'est pas nombreux. Donc, vu qu'on n'est pas nombreux, bah, beaucoup de choses reposent que sur nous finalement. Donc, si on se promène, eh ben, on perd du temps à chaque fois, quoi. Donc, ça, c'est 2 points. Et puis, on a un métier qui est très polyvalent, super polyvalent. Donc, il faut savoir tout faire en fait. Donc, il faut savoir, comme tu le disais au départ, autant semer une graine et que ça va pousser parce qu'il faut produire une plante, produire un légume, mais après, il faut savoir la vendre. Donc, du coup, c'est un métier qui est très vaste, moi, je trouve. Donc, ce qui fait la différence, c'est qu'on a un grand panel de choses à connaître. Et pour cela, eh ben, il faut aussi se donner du temps en fait pour pouvoir acquérir en connaissance. On n'est jamais formé, on ne connaît pas tout hein, dans notre métier. On apprend de manière empirique. Donc tous les ans, on apprend un peu plus et on se forme. Et donc chaque fois, de faire un bilan et pour pouvoir justement revoir en fait nos erreurs et toujours être plus optimal. Parce que en fait pour moi, c'est la clé. C'est l'organisation optimale, sinon on se plante, c'est clair en fait. On n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, c'est les 3 points que je vois importants. Ouais, moi je suis complètement d'accord sur l'importance de la planification, en particulier pour des micro-fermes maraîchères où on a beaucoup de cultures différentes. Donc voilà, chaque légume a son calendrier cultural, ses ravageurs, ses maladies. Voilà, donc c'est des systèmes qui sont un peu complexes à piloter. Donc c'est vraiment important de bien les planifier. Donc ça, c'est à l'étape du calendrier de culture, hein. Il faut avoir
Enfin, faut plus se poser de questions en saison. Vous sachiez exactement qu'est-ce que vous allez planter, où les plants ont été commandés, les intrants ont été rentrés pendant l'hiver et pendant la saison, on applique, quoi. Donc, on a un calendrier très précis, assolé évidemment, donc on sait où on va planter, pas seulement quand. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et également, voilà, planification, anticipation. Nous, on le fait à l'échelle de la semaine, c'est-à-dire que le lundi matin, on fait un tour de champ et dans la foulée, on liste toutes les tâches et voilà, et on les organise au sein de l'équipe dans la semaine. Donc ça aussi, je pense que c'est fondamental. Donc bon, je n'en dis pas plus parce que Cécile l'a bien dit. Je rajoute 2 autres petites idées. Pour moi, c'est fondamental de prendre des notes, d'une façon ou d'une autre, quoi. Je suis assez persuadé que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas et que donc, surtout sur les premières années, il faut compiler de la donnée. Et l'idée qu'on va se rappeler au bout d'une saison de maraîchage qu'on a semé un peu trop tôt telle variété, qu'on aurait dû mettre un P17 sur tel autre, mais jamais vous allez vous en rappeler, c'est pas possible. Par contre, si c'est noté quelque part, là, ça va fonctionner. Donc, il faut noter énormément de choses, surtout sur les premières années, de manière à ce que vous déclenchiez ce processus d'apprentissage et d'amélioration dont parlait Cécile, quoi. Ça ne se fera pas tout seul. Voilà, donc il faut. Alors après, chacun fait comme il veut. Les plus geeks peuvent faire ça avec. Il y a plein d'applis sur les téléphones ou quoi. Voilà, mais un bête carnet qu'on a dans la poche, un agenda qui est bien organisé, un peu structuré, qui permet d'avoir tout au même endroit, les plantations, les récoltes, les traitements. Enfin voilà, je pense qu'il faut que vous structuriez un outil de recueil d'infos et de données surtout au démarrage et que vous l'exploitiez ensuite au moment de la fin de saison, à l'hiver, pour s'améliorer d'une année sur l'autre. Et une deuxième petite idée d'un truc dont moi je suis assez fan au quotidien sur une micro-ferme, c'est la standardisation des espaces de culture. C'est aussi, hein, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que typiquement en maraîchage, voilà, nous on cultive systématiquement des planches de 80 cm de large sur 30 mètres de long, et c'est partout pareil. Et ça a l'air de rien, mais ça change la vie au quotidien. Ça veut dire qu'on prend une bâche, elle est coupée à 30 mètres, donc on l'enlève d'un jardin, on la met sur un autre jardin, elle rentre. On prend la ligne de goutte à goutte quand on a fini quelque part, on la met ailleurs, ça fonctionne. Voilà, et tout est comme ça. Ça va être les doses de fertilisants, les doses d'amendements, le nombre de plants à commander. Voilà, on est sur des espaces standardisés et c'est beaucoup plus facile. Voilà, et donc ça, moi, je conseille vraiment de réfléchir à son espace de culture en standardisant tout ce qui peut être standardisé. Ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, je ne me suis pas présentée, moi je suis Sophie, je suis responsable des formations et de l'agroforesterie chez Ferme d'Avenir. Peut-être en synthèse maintenant pour avoir vu seulement 200 fermes sur les 1000 qui font partie de notre réseau, celles effectivement qui arrivent à se dégager un salaire, vivre dignement sans faire 70 heures, 80 heures passées la période d'installation, c'est vraiment les fermes qui ont sécurisé leur commercialisation avant parfois même d'avoir commencé à cultiver et qui ont vraiment travaillé ce qu'évoquaient Cécile et Julien, à savoir l'ergonomie au travail, l'efficience au travail, que tout pu être pensé avant et qui est vraiment un retour et des feedbacks au fur et à mesure pour améliorer le système voilà, et atteindre des niveaux d'efficience et d'efficacité au travail qui permettent de vendre à des prix qu'il faut aussi dans le marché et d'avoir des volumes au regard de ce qui est produit voilà, qui soit à la mesure en tout cas du travail qui est fait. Merci Sophie. J'en profite également pour me présenter en 2 mots. Je fais également partie du pôle formation. Je travaille avec Sophie sur les formations courtes et une formation longue. J'aimerais maintenant aborder dans une 3e question, Cécile et Julien, peut-être un petit peu rentrer plus dans les détails. Et avec le recul que vous avez aujourd'hui, depuis votre installation, quels sont selon vous, à la fois d'un côté les erreurs à éviter et peut-être les facteurs clés de réussite quand on se lance dans un projet de micro-ferme? Est-ce que vous, avec ce recul, vous vous dites que peut-être vous auriez fait certaines choses autrement? Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Cécile, peut-être? Ouais, moi j'en ai un paquet, ouais. On a tous. C'est génial d'ailleurs de vous les partager. Alors, non, bah oui, le premier, pour moi, le premier, c'est, il faut prendre le temps, mais bon, à un moment, il faut y aller quand même, mais c'est sûr.
Mais prendre le temps de vraiment se poser les bonnes questions et se former, pour moi, c'est indispensable. Parce que, comme je disais, c'est un outil de travail qui met longtemps à se mettre en place, particulièrement, après, je pense qu'en maraîchage, c'est pareil, moi j'en fais aussi, hein, mais en arboriculture, encore plus long, parce qu'un arbre, il va pousser, on le plante, par exemple, nous, on va faire un verger l'année prochaine, en 2025, il ne va pas donner avant 2030, en fait, notre arbre. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Donc, ça, c'est un premier truc qu'il faut vraiment que j'appuie dessus parce que c'est essentiel. C'est prendre le temps. Ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire se former, poser son projet de manière viable, en fait, et puis se planter dans ce qu'on pose parce qu'en fait, on va se planter dans ce qu'on pose dans les rêves, mais dans les faits, ça sera bien mieux, quoi. Nous, on a fait une erreur aussi au niveau de, par exemple, on s'est installé dans un lieu qui est collectif. Donc, il y a plusieurs agriculteurs qui sont installés. On appellerait ça une pépinière d'entreprise agricole, quoi, qui est sur un territoire qui s'appelle Ferme des Clos et dans lequel on avait créé une société qui était commune pour faire particulièrement la vente. Et en fait, au bout de 2 ans, 3 ans, on a observé que les objectifs de chacun différaient. Et ça, on a eu du mal à le mettre en lumière parce qu'en fait, on a l'impression qu'on va au même endroit, mais ce n'était pas tout à fait le même endroit. Et la base principale était, enfin, le socle sur lequel on était n'était pas équitable, on va dire. Donc, du coup, ça crée des tensions entre les personnes et le collectif s'est arrêté de ce point de vue-là. On est toujours sur le même lieu, mais donc vraiment, quand on s'installe dans un espace commun, prendre le temps de rencontrer des gens, mais en fait, voilà, c'est toujours du temps que je vais vous dire. Alors, comment répondre à cette question quand on a envie d'avancer vite? C'est un moment, ben, en fait, quand même, voilà, se poser les bonnes questions pour pouvoir y aller quand même, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais en fait, se confronter dans ces questions-là et se demander si c'est vraiment ce qu'on a envie et si c'est vraiment juste pour tout le monde. Et puis faire un bilan tout le temps, en fait, tous les ans, faire un bilan, un feedback, comme tu disais, Sophie, ou Julien, en fait, quand tu notes les choses, bah, tu ne les laisses pas dans un carnet et elles ne servent à rien, en fait. C'est vraiment reprendre cette matière et s'en resservir. Et un autre point qui est essentiel pour moi, c'est se former et regarder où est-ce qu'on a des lacunes, les mettre en lumière. Si par exemple je ne sais pas vendre, et ben comment j'apprends à vendre? Alors on n'est pas tous des bons vendeurs, ça c'est sûr, mais ça s'apprend quand même, ça s'acquiert en fait. Donc du coup, vraiment se former en permanence tous les ans. Nous on se forme en fait tous les ans, on reprend des formations parce que ben c'est un métier qui est tellement multiple que on ne saura pas tout faire parfaitement, mais par contre il faut savoir où est-ce qu'on en est en fait. Donc pouvoir se poser là-dessus. Donc ça, c'est quelques points de vigilance en fait que je peux mettre en lumière, des erreurs, et puis prendre le temps d'observer en fait. Ça, c'est très très important. Le temps d'observation de son champ et savoir si ce qu'on fait répond toujours à nos objectifs du moment, quoi. Parce que quand on s'engage sur une saison, c'est 1 an. C'est pas 2 semaines, on s'engage sur une saison en fait. Saison, ça veut dire 1 an chez nous, quoi. Moi, je rejoins Cécile sur la question du temps. On a pas mal parlé du temps qu'il faut prendre en amont du projet pour le construire correctement. Je rajouterais qu'il vous faut aussi du temps, voilà, au sens de la trésorerie, enfin de la capacité à vivre 6 mois, 1 an, 2 ans, sans forcément que votre ferme puisse dégager de revenus, quoi, hein. C'est comme tout projet de création d'entreprise. Je vous souhaite de réussir à vous payer dès la première année, et pourquoi pas, hein, mais en tout cas, je pense que c'est prudent d'avoir la capacité à ne pas avoir besoin de se sortir de revenus sur, à mon avis, au moins 1 an ou 2. Comme tout créateur d'entreprise, hein, le principal soutien à la création d'entreprise en France, c'est quand même Pôle emploi, quoi, hein. Voilà, c'est le fait qu'on puisse cumuler les indemnités chômage et la création d'une entreprise. C'est pas pour rien, quoi. C'est que voilà, c'est vraiment, enfin, ayez voilà, donc soit de l'épargne, soit
des droits à chômage, voilà, mais ayez quelque chose qui vous permet de vous dire que pendant un an ou deux, voilà, vous pouvez vraiment vous consacrer à la création de votre entreprise, à son développement, et que c'est pas sûr que vous vous dégagiez tout de suite un salaire. Ça me semble vraiment fondamental. Sinon, si on ajoute encore à toutes les difficultés dont on a parlé, une pression économique ou une situation personnelle précaire, là, ça devient vraiment vite assez invivable, quoi. Voilà, donc ça me semble vraiment important. Dans les erreurs que nous on a faites, je pense que voilà, il faut faire un peu attention à l'idéal qu'on peut avoir d'une ferme très écologique, et puis la réalité d'un monde dans lequel on vit, qui n'est pas engagé dans la transition écologique, et qui fait que les conditions de marché, les conditions économiques qui vous entourent rendent certaines alternatives écologiques, ou au contraire rendent certaines alternatives écologiques difficilement viables d'un point de vue économique, ou inversement rendent certaines pratiques qui ne sont pas forcément idéales mais nécessaires pour quand même réussir à s'en sortir. Un exemple simple pour que vous compreniez ce que je raconte là, le plastique. Ah ouais, c'est pas beau le plastique, c'est pas génial, quoi, hein. Donc nous, au début, on était en maraîchage sur sol vivant, donc on travaille pas les sols, de toute façon on n'a pas de tracteur, et puis on n'utilise pas de plastique. Bon, on a passé notre vie à désherber, quoi. Et c'est pas tenable en fait économiquement. Donc il y a un moment où il faut quand même réussir à faire des choix. Et une partie de ces choix seront inconfortables, voilà, parce qu'on aimerait pouvoir faire plus écologique, mais économiquement ça passe pas, quoi. Et donc, voilà, donc il y a un moment, il faut être conscient de ça, et être prêt aussi à trouver ces compromis-là, chercher l'amélioration, mais voilà, il y a quand même une réalité qui est là. Si on veut avoir un impact, il faut que vos fermes, nos fermes, elles tournent, elles soient encore là, quoi, hein. Une fois qu'on a fait faillite, on n'aura rien changé du tout, quoi. Voilà, donc c'est pas toujours confortable, hein. Enfin, voilà, malheureusement, on baigne dans un monde qui, encore une fois, est pas du tout, va pas du tout dans la bonne direction. Et donc, il y aura toujours un peu des tiraillements entre ce que vous êtes amené à faire au quotidien, et puis un idéal, effectivement, plus écologique, quoi. Donc, ayez conscience de ça, il faut être prêt à vivre avec ça, et puis il faut être, à mon avis, plutôt dans une logique d'amélioration. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'on démarre avec du plastique, et puis qu'après on essaye de s'en passer. Peut-être qu'on commence par commander ses plants, et puis on fera la pépinière dans un deuxième temps. Peut-être qu'on commence avec des variétés F1 parce que ça sécurise quand même une production, et puis peut-être dans un deuxième temps on verra si on peut compléter avec des variétés paysannes. Mais si on veut mettre tout de suite, quoi, donc pas de travail du sol, pas de plastique, pas d'hybride, à la fin il n'y a pas de légumes, quoi, hein. Donc voilà, on peut difficilement vivre, quoi. Donc voilà, moi je voulais. Nous, on en a fait plein d'erreurs comme ça, et voilà, on a rectifié le tir petit à petit. Aujourd'hui, on fait beaucoup de culture sur toile tissée. Voilà, c'est du paillage qui est, certes, c'est du plastique, ça dure une dizaine d'années. Voilà, c'est très intéressant pour la vie du sol, et on a gagné des temps de désherbage qui sont juste phénoménaux. Moi, je voudrais juste rajouter un point qui, pour moi, était aussi important, c'est bien connaître son sol, en fait. Parce que si tu sais pas le support sur lequel tu travailles, tu sais pas comment tu vas pouvoir l'améliorer et comment tu vas pouvoir travailler avec lui, en fait. Parce que je lis là dans les conversations, est-ce que vous utilisez la méthode Fortier? Est-ce que si... En fait, tout ça, ça dépend de ton sol. En fait, c'est pas, il n'existe pas de méthode Fortier, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on travail du sol, comment est-ce qu'on travaille tout ça? C'est vraiment en comprenant bien comment est-ce qu'il faut que notre sol fonctionne qu'on va faire ce qu'il faut en face pour notre sol. C'est pas, je décide, bien sûr, on peut dire, je veux faire le moins de travail du sol possible. Ok, ça c'est une ligne directive, ce que tu dis, Julien. En fait, à un moment, on met de l'eau dans son vin, en fait, parce que je veux pas de plastique. Ok, mais en fait, moi aussi, j'ai fait ça comme toi, pareil. Ok, je veux pas de plastique. J'ai fait un essai sur 1200 mètres carrés, 2500 mètres carrés de petits fruits. Et en fait, au bout d'un an, j'étais morte, hein. Je faisais que du désherbage. Donc, j'ai dit, c'est pas viable, je veux faire 3 hectares, ça marche pas. Donc, j'ai mis du plastique, j'ai mis de l'eau dans mon vin, j'ai dit, c'est un compromis, et peut-être dans 5 ans, je dirais, maintenant, c'est bon, je peux le virer, le plastique. Parce que mes plants, ils sont poussés, et c'est OK, j'ai compris comment je pourrais équilibrer l'enherbement, je veux dire, la gestion de l'enherbement.
Par exemple, si j'ai mon sol, ça c'est un autre point vraiment essentiel, c'est sur quel sol vous êtes, dans quel territoire vous êtes et qu'est-ce que c'est votre sol. Mais ça veut dire comprendre ses carences, son fonctionnement, quels sont comment les échanges se font, s'il est compacté, pas compacté. Parce qu'en fait, le travail au-dessus sera différent en fonction de ce que lui il vous raconte. C'est pas nous, on a des idées. Oui, ok, je veux faire du non-travail du sol, mais en fait, moi, mon sol, par exemple, il a besoin d'être un peu travaillé parce que sinon, il n'y arrive pas, quoi. Voilà. Donc c'est peut-être dans 5 ans, il sera en non-travail du sol, mais aujourd'hui, il a besoin d'être un peu travaillé. C'est ça, je veux dire, faut bien se poser ces questions c'est un substrat, hein, le sol, c'est notre support et c'est essentiel pour que nos légumes et nos fruits soient en bonne santé, quoi, par exemple. Merci Cécile et Julien. Sophie, tu veux peut-être réagir? Oui, vous avez évoqué rapidement, surtout toi, Julien, les aspects économiques, hein, comme tout créateur et créatrice d'entreprise. Les premières années, le temps de mettre en place les choses, il n'y a pas forcément de rentrée d'argent. Est-ce que peut-être vous, tous les deux, vous pouvez détailler les investissements dont vous avez eu besoin et le temps de monter en puissance justement pour arriver à stabiliser votre ferme et ce qui reste peut-être encore à stabiliser là dans les années à venir. Je pense à toi, surtout Cécile, qui plante des arbres. Donc on parie sur le futur et pas sur l'année à venir. Je vous laisse réagir. Hein? Je vous laisse réagir là-dessus. Ouais. Pour notre part, c'est un peu complexe, mais on va parler de ce qui s'est passé pour moi, on va dire. Donc, étant donné, moi, je suis en entreprise individuelle et lorsque je me suis installée, j'ai bénéficié, comme tu disais, Julien, moi, je me suis appuyée sur mon Pôle emploi, en fait. Pendant 2 ans, j'ai touché du chômage pour pouvoir avoir de l'argent qui rentre parce qu'au départ, pendant au moins 2 ans, c'est difficile de pouvoir se tirer un salaire. Surtout que moi je suis mère j'ai 3 enfants avec Vincent, donc à un moment la vie de famille elle n'est pas changée comme ça, donc il faut que la famille puisse vivre. Donc voilà, j'ai touché Pôle emploi pendant 2 ans et ça m'a permis de monter en fait mon projet et de planter 1,5 hectare, de travailler sur mon projet en fait et de planter. En parallèle, j'ai investi, en gros, j'ai fait un prêt de 50 000 à la banque à peu près pour pouvoir planter. Planter, c'est que la cerise sur le gâteau. En fait, c'est mettre tout le système d'irrigation, installer en fait tout mon système agricole. Et j'ai suivi la DJA, donc j'ai fait tout le parcours DJA pour pouvoir avoir des aides qui, au bout d'un an d'installation agricole, tu as de l'argent qui arrive pour t'aider aussi à vivre en fait. Soit c'est de l'argent qui te revient, donc soit tu la gardes pour toi parce que tu as besoin d'argent pour vivre, soit tu as assez d'argent pour vivre et tu la réinvestis dans ton système agricole. C'est comme tu veux. Et donc, par exemple, sur 1,5 hectare, on a eu un investissement de 50 000 € pour les 2 premières années. Et là, on arrive à se tirer un demi-SMIC depuis. Donc, moi, ça fait 2021 que 2020, je suis installée. On est en 2023, voilà, l'année dernière, je me suis tiré un demi-SMIC. Lié à ma production, quoi. Sur 1,5 hectare, 2 petits fruits et on a un peu de plantes aromatiques et des légumes. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et par rapport aux futurs, nous on a des futurs investissements qui arrivent parce que nous avons aujourd'hui une production qui commence à rentrer et donc on peut faire de nouveaux investissements en fait pour pouvoir avoir une meilleure qualité de travail et puis un outil de travail beaucoup plus performant, comme on disait au départ. Mais voilà, il faut le temps, hein. On ne fait pas tout d'un coup. Déjà, tout est échelonné dans le temps. Et bon, on va dire que maintenant, on est à la 2e étape de cette micro-ferme, c'est-à-dire
avoir des espaces, un espace de préparation de commandes, une chambre froide. Nous, aujourd'hui, on travaille avec un tout petit frigo et on fait que du flux tendu. On va installer 3 serres, donc on va optimiser notre outil de travail pour être plus performant. On va augmenter nos volumes de production et on s'installe aussi des zones de stockage qui soient beaucoup plus, comment dire, c'est le grand luxe, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est une autre étape de ce projet. Donc oui, ça fait 2020, maintenant dans 2024, donc le projet il commence à s'installer dans le temps, quoi. Alors de mon côté, quand j'ai créé Potager et compagnie, pareil, je suis resté à temps partiel sur mon ancien boulot au démarrage, puis une rupture conventionnelle qui m'a donné 2 ans de chômage, permettant de développer l'entreprise avant de commencer à me rémunérer depuis l'année dernière. Alors la particularité de Potager et compagnie, c'est qu'on a tout lancé en même temps, quoi, hein. Donc le centre de formation, le bureau d'études et la micro-ferme, et que donc on a financé l'ensemble de ce projet, y compris depuis le démarrage de Potager et compagnie, il y a 2 salariés, voilà, profil ingénieur agro, voilà, donc il a fallu financer aussi de la trésorerie, quoi, hein, juste de la capacité à payer les salaires sur les premières années. Si on regarde que la micro-ferme, je pense qu'il y a eu entre 80 et 100 000 euros d'investissement vraiment dans l'outil de production, sachant qu'on est parti d'une prairie, hein, donc il y avait rien en place. On a stabilisé, je pense, le fonctionnement de la ferme dès la 2e année, quoi. La première année est toujours un peu compliquée parce que, bon, voilà, avec la création de l'outil de production, on est entré un peu tardivement en production sur le premier printemps. Donc voilà, c'est une année qui est à la fois sportive et puis qui économiquement n'est pas complètement représentative. Mais à partir de l'année 2 et depuis, on fait à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires, hein, voilà, sur la production de légumes de la ferme. Et par contre, nous, on a fait, oui, c'est lié à ce que j'ai dit avant, on a fait tous les investissements d'entrée, quoi, hein, voilà. Donc aujourd'hui, on améliore des choses, on teste de nouvelles cultures parce que c'est intéressant, mais il y a plus d'investissement lourd à faire, il y a juste de l'entretien. Merci en tout cas pour ces apports-là. Peut-être pour rebondir, Cécile et Julien sont dans 2 territoires totalement différents, à savoir l'Île-de-France et la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chez Ferme d'Avenir, on a des micro-fermes qui sont sur l'ensemble du territoire. Donc là, c'est deux modèles, mais en fait, il y a autant de modèles que de fermes. Et on vous invite aussi à aller voir sur notre cartographie, parce qu'on a aussi des fermes qui sont en Normandie, en Touraine, en région Aura. Je ne sais pas où vous avez l'ambition ou l'envie de vous installer, mais qui ont des modèles économiques aussi intéressants. Je pense notamment en Normandie, au Jardin des Demain, où ils sont en maraîchage, sans travail du sol et petit élevage, donc pondeuse. Pareil, comme Julien, au bout de 2 ans, la ferme est stabilisée économiquement avec des salariés. Enfin voilà, il y a autant de modèles que de fermes. Mais l'idée principale, moi, que je garde de vos apports, c'est que c'est important de sécuriser sa commercialisation et vous allez pouvoir être amené à pivoter en fonction de l'étude de marché que vous allez faire et de la demande qu'il y a. Parce qu'on arrive souvent avec une idée en tête, puis quand on la teste sur son territoire, on se rend compte qu'il faut la changer légèrement pour que derrière, il y ait une viabilité économique, sans trahir le rêve et sans trahir vos envies, mais que ça soit ancré dans le réel. J'ai pris des questions, il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais pas si vous voulez, justement, c'est l'occasion, il reste un beau quart d'heure pour échanger. C'est l'occasion de poser vos questions à Cécile, justement, et Julien. Que ce soit sur l'organisation du travail, la viabilité économique, les sols, la méthode. En attendant les questions, je voulais rebondir, Sophie, sur l'accompagnement des porteurs de projets qu'on propose chez Ferme d'Avenir. Alors, il y a bien sûr notre cartographie, mais vous pouvez également aller voir en ligne. On a beaucoup de vidéos, de podcasts et de portraits de ferme qui peuvent vous permettre de vous inspirer, justement. On a également une plateforme de financement participatif pour financer vos projets qui s'appelle Bluebees. Et on a bien évidemment les formations qui sont un pôle très important chez Ferme d'Avenir.
et dont les prochaines dates arrivent très bientôt au mois de mars. On a créé sa micro-ferme en PACA, donc avec Julien du 4 au 8 mars prochain. On a également créé sa micro-ferme en Normandie, cette fois, du 11 au 15 mars. Donc voilà, c'est des formations qui arrivent bientôt, avec des fermes très différentes, comme le disait Sophie, mais toutes avec de très beaux modèles. Et je crois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Oui, je suis en train de les noter et je rebondis. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est les soldes. On n'est pas trop pour les soldes. Là, on bascule de sujet, on est sur la mode, mais disons que on a conscience que dans un contexte d'inflation où tout le monde est touché, c'est pas forcément évident, surtout de se former quand on n'a pas de statut agricole et qu'on n'a pas de fonds de formation. Donc là, sur le premier trimestre 2024, on a des offres préférentielles sur les 3 premiers mois pour aider les gens à se former et que ça soit accessible à tous. Et alors, je vous propose de prendre les questions dans l'ordre. Et je ne vous ai pas oublié, Élodie, hein, vous avez posé une question au tout début. La question était de savoir comment avaient été accueillis vos projets de micro-ferme par les chambres d'agriculture. Moi, je peux commencer, hein, c'est facile. Moi, ça fait 4 ans qu'on existe, la chambre d'agriculture, ils ne sont jamais venus. On les a invités plusieurs fois, mais ils n'ont juste jamais mis les pieds chez moi. Donc, ils ne nous parlent pas. Nous, on n'a pas spécialement besoin d'eux. Voilà, donc pour ça, tout va bien. Donc, blague à part, enfin, c'est pas une blague, hein, c'est quand même la réalité. Des projets très engagés dans la transition agroécologique, surtout sur des petites surfaces, sont, à ma connaissance, je ne connais pas toutes les chambres d'agriculture de France, mais sont mal accompagnés par les chambres d'agriculture qui, par manque soit d'intérêt, hein, chez moi c'est très clair, il n'y en a que pour le rosé, donc voilà, avec nos légumes, ça n'intéresse pas grand monde, soit par manque de compétences, parce que même dans les régions où il y a du maraîchage, les chambres sont plutôt sur des modèles de culture légumière à grande échelle, et donc les micro-fermes, ils n'y connaissent pas grand-chose. Voilà, donc à mon avis, faites-vous aider et accompagner par d'autres structures, type Ferme d'avenir, association départementale d'Agribio, CIVAM, Réseau Agriculture Durable, ADR, etc., qui seront davantage pertinents sur ce type de projet. Voilà, parce que voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la chambre, hein. Vous êtes quand même un peu obligé d'y aller, puisque c'est le point accueil et installation, que les aides, il faut les prendre, ça fera un peu d'argent public agricole utilisé de manière utile. Voilà, donc, mais sur les aspects technico-économiques, faites-vous accompagner par d'autres structures qui à la fois sont engagées dans la transition et comprennent un peu ce que vous voulez faire. Tu veux rebondir, Cécile ou... Ouais, je te rejoins. Moi, j'ai pas vu la chambre non plus dans mes jardins. Bon, ils ont encore le temps, ça fait pas très longtemps que je fais de vie, donc. Mais ce que je veux dire sur ce que tu dis, si vous voulez avoir des aides, alors si vous voulez la DGA, il faut y aller et voilà. Ils vont pas beaucoup vous aider du point de vue technique, mais en fait, même je suis même pas sûre qu'il faut prendre beaucoup d'infos là-dedans parce que ça va pas être très pertinent en fait. Donc voilà, alors, aller dans le tissu, soit franchement il y a le GAP qui est là pour ça. Il y a chez nous en Ile-de-France, il y a Pôle Abiosol aussi qui est là pour ça. Il y a Ferme d'avenir qui est là pour ça. Enfin, il y a des organismes qui existent par ailleurs et qui sont vraiment compétents en fait et qui vont vous mettre en relation aussi avec des bonnes personnes, quoi. Des bons techniciens qui répondent à la manière dont vous allez travailler aussi, parce que des techniciens, c'est autant de techniciens que de manière de travailler. Donc, par exemple, nous, on a enfin trouvé le technicien qui va pouvoir nous accompagner par rapport à notre fonctionnement, quoi. Mais ça, c'est voilà, la chambre. Bon, après, ils sont pas dérangeants, hein, mais c'est pas un grand soutien, quoi. Il y avait une autre question qui est assez large, donc là, le champ des possibles est grand. Est-ce qu'il y a une taille minimale pour lancer une micro-ferme? C'est une question d'Alexandra. C'est pas évident, hein, parce que comme disait Cécile, le point de départ, c'est pas la taille de la ferme, hein. Le point de départ, c'est le marché donc, qu'on veut adresser, donc la production dont on a besoin, et ensuite on le traduit en surface. Donc pour moi,
le bon sens de la réflexion, il part de là, quoi, hein. Ceci dit, moi, j'ai rarement vu de modèle viable, en tout cas en maraîchage, hein, je parle plutôt micro-maraîchage. Je pense qu'en dessous de 0,5 à 1 hectare, ça commence à devenir vraiment très, très compliqué. Voilà. Et il vaut mieux avoir un peu plus qu'un peu moins. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 1 hectare ou 2 qui ne donnent pas les cultiver entièrement que d'être tout le temps contraint sur la place et la surface. Donc voilà, des gens qui arrivent à vivre de 5000 m² de maraîchage diversifié, très très optimisé, ça existe. En dessous, moi, j'en connais pas et je pense quand même avoir pas mal compulsé de données et avoir un peu de réseau. Alors, il y en a peut-être, hein, il y a toujours l'exception, mais voilà, je pense que pour une micro-ferme, il faut viser 1 à 2 hectares en propriété ou en location, et pas forcément les cultiver tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux faire ça, il vaut mieux avoir un peu plus, et puis voilà, commencer petit et avoir une capacité à monter en puissance, que de partir sur une parcelle vraiment toute petite. Voilà. Après, il n'y a pas que la taille, il y a aussi tous les aspects. Cécile parlait du sol. Voilà, un sol maraîcher, c'est quand même un sol fertile, c'est un sol relativement riche, c'est un sol relativement humide. Enfin voilà, donc il faut regarder un peu ça. Et en contexte méridional, pour moi, il y a un truc fondamental qui est l'accès à l'eau, d'irrigation. Donc voilà, regardez aussi. Voilà, il n'y a pas que la surface qui permet de déterminer si une parcelle est bien adaptée à votre projet. Ouais. Tu veux dire, Sophie? Non, vas-y, je t'en prie. Oui, donc il y a la surface. Alors bon, moi je suis plus en arbo. Bon, déjà en arbo, la surface minimum c'est 2,75 pour pouvoir être reconnu comme un arbo, quoi. En Île-de-France, hein, je parle, attention, hein, chaque région a sa surface, c'est différent. Mais par rapport, même si je parle du maraîchage, en fait, il vaut mieux avoir un peu plus parce qu'il faut savoir qu'on va faire des rotations. On va sûrement mettre des terres en repos. Même en arbo, hein, si tu veux faire une extension d'un verger, si tu as tout mis en culture, bah, faut arracher le verger. Donc, du coup, il vaut mieux toujours en avoir un peu plus pour pouvoir avoir une marge de manœuvre dans ton design, en fait. Parce que ton design, tu vas le faire, par exemple, en 2024. Là, maintenant, vous allez dessiner. Mais il faut le voir jusque bien plus loin. Donc, il faut le poser dans cet espace-temps. Et donc, ça va nécessiter de la place et des mouvements qui vont se faire dans ce temps-là, quoi. Donc ça, c'est quand même vraiment important. Donc, vaut mieux en avoir un peu plus. Et comme tu dis, faire une prairie ou faire de l'engrais vert ou de la matière que vous allez réutiliser pour réintégrer dans votre système pour nourrir, que être coincé dans un petit truc où vous pourriez pas bouger, quoi. Et moi, il y a un autre truc que je voulais souligner, c'est avec combien de personnes vous voulez bosser, en fait. Si vous voulez des salariés, pas de salariés, combien il y a si c'est facile de trouver du saisonnier, si c'est facile de trouver des gens qui veulent travailler dans ce métier-là autour de chez vous, hein, au niveau, parce que ça joue. Nous, en Île-de-France, on a plus de difficultés à trouver du monde pour bosser que dans d'autres régions qui sont bien plus agricoles que chez nous, quoi, par exemple. Et est-ce que vous avez envie aussi d'être chef d'entreprise avec combien de personnes? Parce que ça joue sur votre dimensionnement, en fait. Donc ça, c'est ce que je voulais... Et nous, on se pose ces questions-là en ce moment par rapport au dimensionnement futur de notre exploitation. Combien de personnes on veut? Si on est d'accord avec ça, est-ce qu'on trouve plutôt du saisonnier régulier ou est-ce qu'on prend un CDI ou est-ce que... Voilà, c'est des questions de structure d'entreprise, quoi. Petite question rapide. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous dire quels sont vos canaux de vente respectivement? Ouais. Donc, pour potager et compagnie, la ferme fait 1 hectare. Sur 1 hectare, on a 3600 m² de maraîchage, 80 arbres fruitiers, 40 poules pondeuses. Donc, on produit essentiellement des paniers avec un système à la carte. Donc, on ouvre chaque lundi matin une boutique en ligne on passe par une plateforme qui s'appelle Cop Circuit, qui est très très bien pour faire ça. Donc, nos clients se connectent, composent leur panier, payent en ligne et choisissent leur lieu de retrait. Donc, le jeudi, on récolte et on prépare les paniers. Et on a 3 lieux de retrait au choix pour les clients, à la ferme, mais aussi
à l'entrée du village, et à Brignoles, la ville d'à côté. Donc ça, c'est notre principal débouché. Ensuite, on travaille avec 2 restaurants gastronomiques qu'on livre aussi le jeudi après-midi. On a mis en place un système de panier solidaire avec le centre communal d'action sociale du village. Donc on a des légumes qui sont donnés et qui viennent compléter les colis d'aide alimentaire chaque mardi. Et puis, un peu en variable d'ajustement, on travaille avec SoBio, donc le magasin bio à Brignoles, et avec la SIC Agribio Provence, qui est une plateforme qui fait l'intermédiaire entre les producteurs bio du territoire et la restauration collective. Donc là, c'est plutôt SoBio, et la SIC, c'est plutôt du demi-gros, à la fois en termes de quantité et de prix, mais ça sert un peu de soupape de sécurité dans notre système de commercialisation. Donc, pour notre part, on est sur, comme je disais, en production de petits fruits. On est sur à peu près, on va dire, les 2 hectares, 2 hectares 5. En légumes, on doit avoir, on avait, parce que ça va changer là cette année, mais on était sur à peu près 4000 mètres carrés de production. Et puis en plantes aromatiques, je ne sais pas, parce que j'ai jamais fait le calcul, mais on a des rangs, parce que c'est assez compliqué dans notre système, donc on a des rangs de production. En gros, on récolte aujourd'hui de plantes sèches, je parle à peu près 60 kilos de plantes sèches pour faire des tisanes, donc pour donner un volume. Donc nos principaux clients, c'est 40% de nos petits fruits sont vendus en panier à MAP. Donc, on est sur des contrats saisonniers qui commencent en mai pour se terminer en septembre, avec une pause au mois d'août, parce qu'en Île-de-France, le mois d'août, il n'y a personne, ils sont tous en vacances. Donc, ils sont tous chez toi, en bas, dans le sud. Mais sauf que nous, on a des clients, hein, c'est-à-dire qu'il y a des touristes en Île-de-France, mais ils ne mangent pas les petits fruits. Ce n'est pas du tout les mêmes clients. Donc, ceux-là, on n'arrive pas à les attraper. On vend ensuite en boutique épicerie locale, boutique à la ferme, restaurateur, et une partie de notre production passe en client direct, quoi. Donc via la ferme ou sur des marchés. On fait du marché occasionnel, en fait, 2-3 fois par mois, on vend sur des marchés de manière, où on nous invite, on va dire, où on est invité. Et par ailleurs, on a, du coup, ça représente un quart, pas tout à fait un quart, un peu moins, de notre production qui part en transformation pour les petits fruits et qui est transformée en confiture, qui ensuite rejoignent le réseau, pareil, boutique à la ferme, boutique épicerie et fine, et clients en vente directe sur les marchés. Et pour les tisanes, c'est la même chose. Et on commence aussi à vendre un petit peu dans les Carrefour et les Leclerc du coin. Voilà, c'est parce que notre production, elle commence à augmenter, donc on commence à pouvoir augmenter nos volumes. On vend, j'ai oublié quand même, on vend aussi à Paris chez un distributeur qui ensuite revend chez des gastros ou dans des restos parisiens. Merci à vous deux. Il nous reste 4 minutes et il reste pas mal de questions. Donc moi, je vous propose de le faire en mode shotgun. Et si on n'a pas assez de temps pour répondre à tout, on fera comme on fait d'ordinaire pour les autres webinaires. On vous enverra par mail à tous les réponses que nous aurons fait, Cécile et Julien, sur les dernières questions. Il y a une vraie question. Enfin, toutes sont des vraies questions, mais il y a un vrai sujet qui est sur la condition physique. Vous, concrètement, qu'est-ce que ça a impliqué pour vous et comment vous vous situez là-dessus pour tenir sur la longueur saison après saison? Ouais, excellente question. Je peux tout de suite répondre. C'est la première question que je me suis posée quand je me suis installée. Je me suis dit, la première question, c'est savoir est-ce que je suis capable de le faire, quoi. Et pour ça, moi, j'ai bossé pendant 1 an à l'extérieur dans un métier super physique pour voir comment je réagissais. Et mon corps, il m'a dit qu'il était OK avec ça. Donc, j'ai dit, allez, on y va. Par contre, pour que mon corps il soit OK, je fais beaucoup d'exercices, c'est-à-dire que c'est pas parce que je bosse physiquement de manière dure que je vais pas faire des étirements. Moi, je pratique le yoga, donc c'est ma manière de faire des étirements, de me renforcer musculairement parce qu'en fait, c'est un métier physique, mais ça ne veut pas dire que tu crées du muscle.
Et je fais de la natation, par exemple. Voilà, chacun son truc. Il y en a qui courent, il y en a qui machin. Mais voilà, c'est une vraie question. Elle est très importante, exactement. C'est essentiel. Ouais, tout à fait d'accord, hein. C'est clair que voilà, ça reste un métier un minimum physique. Donc, l'idée, enfin, de toute façon, de faire une saison complète, voilà, soit dans le cadre d'un programme comme le compagnonnage de ferme d'avenir, soit en tant que salarié agricole ou woofer ou peu importe, mais ayez une saison complète dans les pattes, à la fois pour voir comment se déroule une saison et puis pour voir si vous tenez la route, quoi, parce que c'est effectivement un vrai sujet. Ensuite, il faut s'équiper et s'organiser correctement, quoi, hein, des chariots de récolte, une dalle pour dételer les outils, que ce soit un motoculteur ou un tracteur, une zone de lavage des légumes à l'abri et puis organiser un peu correctement avec des flux qui sont un peu intelligents. Un transpalette ou des planches à roulettes pour déplacer de la marchandise. Enfin, voilà, il y a beaucoup de petites choses qui ne coûtent pas forcément très cher, qui sont plus de l'ordre de l'organisation et du bon sens qu'il faut mettre en place pour pas voilà, passer sa vie à soulever et à porter, quoi, hein. C'est quand même essentiellement ça qui fait la pénibilité. Je sais qu'il reste très peu de temps, mais moi j'ai vu passer 2 questions sur lesquelles je voudrais répondre très très vite. Quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut se passer de statut agricole et donc de formation agricole? Moi, je mets juste un warning. Se passer complètement de formation agricole, ça veut dire ne pas être éligible à la DGA. C'est quand même de l'argent qu'on vous donne. Voilà, pour une fois qu'il y a de l'argent, enfin des subventions agricoles qui sont utiles, prenez-les. Donc, c'est vraiment dommage de s'en priver complètement parce que vous n'avez pas le statut. Et par ailleurs, se former, c'est quand même pas inintéressant, quoi, à la fois sur le plan théorique, pour les possibilités de stage, donc avoir un peu de bagage théorique. Voilà. Donc, tout est possible, hein. On peut, voilà, il n'est pas interdit de se lancer avec juste sa motivation, mais voilà, je pense qu'on ne met pas toutes les chances de son côté. Et la question sur les banques sont essentiellement sensibles aux chiffres dans le business plan. Que vous fassiez des spectacles de claquettes, de l'agriculture, ou enfin peu importe, ce qu'ils veulent, c'est un business plan qui tient la route pour être sûr que vous serez capable de les rembourser. Donc bossez votre business plan. Voilà, soyez convaincant, y compris sur votre étude de marché. Dimensionnez le financement que vous demandez en fonction de ça, ciblez évidemment ce que vous demandez à la banque sur des investissements matériels parce que pour eux c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus sécure de financer du matos voilà, que juste de vous filer de la trésorerie, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Cécile, un mot de la fin là-dessus? Ouais, j'étais en train de regarder les questions aussi un peu, mais moi je voyais un truc sur les questions justement de la transformation. Est-ce que je fais de l'argent en faisant de la transformation? Attention, oulala, c'est des gros investissements. Faire sa transfo, donc vendre des légumes en direct, comme tu dis, même à tuer grossistes, c'est vachement plus rentable que de faire un atelier de transfo qu'il faut porter. Et puis il faut le rentabiliser hein, le truc aussi. Donc et en plus, en gros, quand tu fais de la transfo, les légumes, ils perdent toute leur valeur, quoi. En gros, tu les donnes et ça vaut plus rien. Donc attention, c'est hyper intéressant de transformer ou de faire transformer du surplus, mais c'est pas du tout la même chose en fait. Voilà, c'est pas. En général, les légumes ils perdent beaucoup de valeur et les petits fruits aussi. Donc vaut mieux le vendre en direct et être un super vendeur pour tout vendre. Moi, je vois un autre truc sur l'eau. Ouais, sans eau, attention, hein, je vois, c'est super hein, de faire sans eau, j'adore. Mais enfin, moi, franchement, je me lancerai jamais de la vie sans eau. C'est moi, si j'avais pas eu d'eau, parce que l'année dernière, il a plu, donc tranquille. Mais il y a 2 ans, on a eu 45 degrés. Moi, mes plants, ils seraient tous crevés. Hein, mes petits fruits, j'aurais plus rien. Donc l'eau, c'est un point essentiel, quoi. C'est warning, attention. Là, il faut dans la région PACA, hors de question, mais même en Île-de-France, en fait. Et ça dépend de ton sol aussi. Attention, c'est ton sol qui décide un peu comment tu vas faire. Donc, nous, sans eau, je serais déjà morte 2 fois. Hein. Ça fait deux années de suite qu'on s'est tapé des sécheresses de ouf. J'aurais plus eu de production directe. Hein. Ça arrête les arbres, ils meurent en fait hein, après. Donc, voilà, ça c'était juste attention, l'eau, vraiment essentielle. Mais sinon, allez-y, hein, lâchez-vous, mais formez-vous, quoi. Allez voir ce qui se passe. C'est un métier tellement riche qu'il faut aller voir ce qui se passe et avec humilité parce qu'en fait, si on en est là, si nous, on a fait ce chemin, si, voilà, par exemple, Julien, il a fait ce chemin, c'est qu'on s'est posé plein de questions. Donc, je vois beaucoup d'humilité aussi dans ce métier.
mais allez voir ce qui se passe et puis confronter vos idéaux avec le territoire, c'est génial, hein. Il y a tout à créer, hein. C'est vachement, c'est un petit peu la merde quand même, on peut dire, donc faut y aller, quoi. C'est ce que je pourrais dire là, comme ça, vite fait, mais voilà, avec de l'eau quand même, c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup, Cécile, et merci, Julien. Merci à vous deux d'avoir pris du temps pour échanger ce midi. Merci aussi à tous les participants et les participantes. On vous enverra un mail avec le replay de ce webinaire dans la semaine. Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter également, que ce soit pour les formations directement sur notre site. Vous pouvez nous contacter. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans votre projet si vous en avez un. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite un bon après-midi à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir, merci à vous. Au revoir, à bientôt.